Bonjour, je vais vous parler du Parti communiste français de 1920 à 1939. Alors, tout d'abord, je vais aborder le congrès de Tours. Ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons les débuts du Parti communiste. Puis, nous verrons les différents dirigeants de ce parti. Et pour finir, nous parlerons de l'alliance politique. Alors, le congrès de Tours, c'est là que tout commence. Ce congrès, c'est le 18e congrès national de la section française de l'Internationale ouvrière. Euh, Cela se déroule pendant 5 jours, du 25 décembre au 30 décembre 1920. Alors, avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, il faut avant tout avoir un contexte. Donc, il faut savoir que la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, qui est un parti socialiste, subissait une pression à cause du mouvement ouvrier, et donc il y avait de nombreuses grèves qui mènera plus tard à la journée de 8 heures. Le parti avait donc certaines différences. On avait d'un côté les Imerwaldiens et de l'autre les réformistes. À cause de ces différences, lors d'un congrès en 1919, Léon Blum, qui est secrétaire général de la SFIO, va faire un appel à l'unité. Malgré cet appel à l'unité, ça va être un échec puisqu'en novembre 1919, les élections législatives ont lieu et donc, comme je l'ai dit, ça a été un échec pour la SFIO puisque le parti va perdre le tiers de ses députés. En février 1920, il y a le congrès de Strasbourg. La SFIO va se retirer de la deuxième internationale, mais par la suite, le parti va envoyer une délégation à Moscou pour un possible rattachement à la troisième internationale. Louis-Oscar Frossard ainsi que Marcel Cachin sont les délégués et donc vont être envoyés à Moscou en juin 1920 et vont être séduits. Mais ce qui devient problématique, ce sont les conditions pour faire partie de cette troisième internationale. Au départ, on avait seulement 9 conditions, puis en août, il y a eu 21 conditions qui étaient majoritairement rédigées par Lénine. Ce sont des règles de conduite et aussi demandent un soutien total envers Moscou. Alors, lors du congrès de Tours, la SFIO se divise en deux. On a d'un côté Frossard et Cachin qui sont pour rejoindre la troisième internationale communiste, tandis que Léon Blum ne veut pas se plier à ces 21 conditions et donc adhérer à cette troisième internationale. Mais la majorité veulent adhérer à l'internationale communiste qui a été fondée par Lénine. Il y a donc une scission de la SFIO et donc un nouveau parti est créé, la section française de l'internationale communiste. Donc ce nouveau parti accepte donc les conditions qui ont été rédigées par l'internationale communiste. Malgré tout cela, nous avons Léo Blum qui va nous faire un discours le 27 décembre 1920. Quel sera le nouveau parti que vous voulez créer? Au lieu de la volonté populaire se formant à la base et remontant de degré en degré, votre régime de centralisation comporte la subordination de chaque organisme à l'organisme qui lui est supérieur. C'est au sommet un comité directeur de qui tout doit dépendre. C'est une sorte de commandement militaire formulé d'un haut se transmettant de grade en grade jusqu'aux simples militants, jusqu'aux simples sections. Nous sommes convaincus jusqu'au fond de nous-mêmes que pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison. Les uns et les autres, même séparés, resteront des socialistes, malgré tout, restons des frères qu'aura séparés une querelle cruelle, mais une querelle de famille et qu'un foyer commun pourra encore réunir. Donc son discours va critiquer les idées du bolchevisme, mais va aussi employer des mots forts comme la fraternité au sein du Parti socialiste et montrer que ce Parti socialiste reste fort. En 1921, donc la section française de l'Internationale communiste est rebaptisée Parti communiste. D'ailleurs, petite aparté, il sera de nouveau rebaptisé en 1943. Ça sera le Parti communiste français. Donc, sur le plan idéologique, le Parti communiste est sous l'influence du Parti communiste de l'Union soviétique. Et donc, c'est aussi marqué par le bolchevisme, mais aussi caractérisé par le centralisme démocratique, la marque révolutionnaire et la dictature du prolétariat. De plus, l'internationale communiste impose une politique dure et sectaire, dite classe contre classe, qui consiste à refuser toute alliance avec les socialistes. Louis-Oscar Frossard va être le premier secrétaire général du Parti communiste le 4 janvier 1921
mais va finir par démissionner le 1er janvier 1923 afin de créer un nouveau parti qui s'appellera le Parti communiste unitaire. Donc nous avons le Parti communiste et il y a de nombreux adhérents puisqu'ils sont estimés à 120 000 contre 40 000 pour la SFIO qui conservait la majorité de ses députés. Lors des élections législatives de 1924, nous avons le Parti communiste qui va obtenir 9,8 des suffrages et 26 députés. Mais nous allons voir une diminution lors des élections législatives en 1932 puisque le parti va obtenir seulement 8,3% des suffrages. Donc à la suite de cette démission de Frossard, du 21 janvier 1923 au 23 janvier 1924, le parti va avoir des secrétaires généraux par intérim qui est composé de Louis Sollier et d'Albert Train. Puis en janvier 1924, lors du 4e congrès du Parti communiste, Louis Sollier a été élu et il est devenu secrétaire général du 23 janvier 1924 au 1er juillet 1924. Donc Louis Sollier a été très rapidement exclu du parti et donc il a été remplacé par Pierre Semard du 8 juillet 1924 jusqu'au 8 juillet 1929. Malgré son long mandat, il finit par être rétrogradé et donc du 8 avril 1929 au 18 juillet 1930, un secrétariat collectif va être mis en place, composé d'Henri Barbet, Pierre Sellor, Benoît Frachon et Maurice Thorez. Et donc le 18 juillet 1930, Maurice Thorez est secrétaire général du parti sur demande de Moscou. Son mandat se terminera environ 34 ans plus tard, le 17 mai 1964, car il a été affaibli par la maladie. Nous avons en 1933 Hitler qui est au pouvoir et donc le fascisme va devenir encore plus important. Et pour cela, le 26 juin 1934, nous avons Maurice Thorez qui va changer totalement de direction et va faire appel à l'unité avec les socialistes afin de lutter contre le fascisme. Donc en 1936, on va avoir une alliance politique qui va naître, et donc antifasciste, composée du Parti communiste, de la SFIO et du Parti radical. Et donc cet ensemble de partis va devenir le Front populaire. Et donc le Front populaire va obtenir la majorité à la Chambre, 72 des 336 sièges pour le Parti communiste. Le Parti communiste d'ailleurs va soutenir le gouvernement de Léon Blum qui devient président du Conseil, mais ne peut pas y participer sur ordre de Moscou. Dans les années 1936 et 1939, on peut voir que le parti ne fait qu'augmenter puisqu'il compte entre 200 000 et 300 000 membres. Le 30 septembre 1938, on va avoir les accords de Munich. Donc Hitler va signer les accords de Munich, mais ces 72 sièges ne veulent pas signer ces accords car le parti est antifasciste et doit protéger l'URSS. Mais ils vont apprendre le 23 août 1939 un pacte de non-agression signé entre l'Allemagne et l'URSS, et donc l'Union soviétique va devenir allié avec l'Allemagne nazie et ce qui emmènera plus tard à la Seconde Guerre mondiale.